Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. On va faire la correction d'un exercice de l'examen national 2016 qui concerne les deuxièmes bacs SVT, PC et sciences maths. Et voici les énoncés pour mettre en évidence l'effet de certains phénomènes biologiques sur la transmission de l'information génétique lors de la formation des gamètes chez les êtres vivants, diploïdes. On propose l'exploitation des données suivantes. Les figures du document ci-dessous représentent certaines phases d'un phénomène biologique chez une cellule animale dont la formule chromosomique est de N est égal à 4. Ça veut dire le nombre de chromosomes est 4 et cette cellule, bien sûr, elle est diploïde. Ça veut dire le nombre de chromosomes sous forme de paire de chromosomes 2N. La première question, identifiez en justifiant votre réponse les phases représentées par le document précédent et déduisez le phénomène biologique étudié. Observez ici s'il vous plaît, نسبح ذلكم هنا السؤال مركب. عموما تكون أسئلة مركبة. Il faut faire attention ici au nombre d'actions qu'il faut faire. Ici on a identifié en justifiant votre réponse et ici déduisez le phénomène biologique étudié. Donc, identifier ici, ça veut dire que vous allez donner le nom de la phase. Identifier la phase, donner le nom de la phase. نتعرف على اسم كل مرحلة. Identifier les phases. En justifiant مع التعليل. Donner la justification يعني مع التعليل. Et déduisez le phénomène biologique. ثم استنتج الظاهرة البيولوجية المدروسة. On va commencer par la première figure. Observez ici. Donc, on est en quelle phase? Bien sûr, on est en prophase 1 parce qu'il y a des chromosomes homologues qui sont appariés. هناك اقتران سبغيات المتماثلة. Donc, on parle d'appariement de chromosomes homologues pour former ce que l'on appelle des tétrades. Tétra, ça veut dire 4. Donc تتراد رباعية. تلاحظون هنا تشكل رباعيات يعني 4 خييطات كما تلاحظون هنا. On a 4 chromatides parce que chaque chromosome est double formé de 2 chromatides et les 2 chromosomes homologues forment une tétrade. Ça veut dire un complexe constitué de 4 chromatides. En plus, il y a le début de la formation du fuseau de division ici, comme vous le voyez ici. Puisqu'il s'agit d'une cellule animale, il y a les 2 astères ici, entre lesquels se forme le fuseau de division. Donc, on est en prophase 1. Voici la première tétrade et voilà la deuxième tétrade des 2 paires de chromosomes homologues. Donc, la figure A, il s'agit de la prophase 1. Formation des tétrades, ça veut dire l'appariement des chromosomes homologues. L'appariement, iqtiran, le rapprochement des chromosomes homologues entre eux. La deuxième figure, observez ici, il s'agit bien de la phase 1. Il y a séparation des chromosomes homologues qui formaient en prophase 1 des tétrades. Ici, ils se séparent. Les chromosomes, ils sont encore doubles. Observez ici les 2 chromosomes, ils sont encore doubles. Donc, on a la phase 1. La figure B, la phase 1, migration polaire, ça veut dire migration l'hijra vers le pôle. On parle de migration polaire des chromosomes sans clivage des centromères. Le centromère ici, c'est la partie qui relie les 2 chromatides. Donc, il n'y a pas ici séparation des chromatides. Les chromosomes sont encore doubles. Donc, sans clivage des centromères, les chromosomes sont encore doubles. La troisième figure, observez ici, il s'agit de l'anaphase 2. Il y a ici clivage, il y avait ici clivage du centromère et séparation des chromatides pour que chacun migre vers l'un des 2 pôles pour constituer ce que l'on appelle un chromosome fils. Donc, il s'agit ici de l'anaphase 2. La figure C, c'est l'anaphase 2, migration polaire après clivage des centromères, ça veut dire séparation des chromatides de chaque chromosome. Donc, migration polaire après clivage du centromère des chromosomes simples. Pour la figure D, observez ici,
Les chromosomes ici, ils s'installent au niveau de la zone équatoriale de la cellule, donc il s'agit bien de la métaphase. C'est la métaphase 2, parce qu'il n'y a plus de paires de chromosomes, il n'y a plus de tétrades. On parle de N chromosomes. On a passé de 2N chromosomes ici à N chromosomes. Donc, on est bien au niveau de la deuxième division de la méiose, ça veut dire au niveau de la division équationnelle. Donc, c'est la métaphase 2. Donc, la figure D, métaphase 2, plaque équatoriale constituée de N chromosomes. Ça veut dire on n'a plus des couples de chromosomes. Dans chaque couple ici, chaque paire de chromosomes est représentée ici par un seul chromosome. C'est pour cela qu'on parle de N chromosomes formés de 2 chromatides. Ça veut dire les chromosomes ici, ils sont encore doubles. Donc, bien sûr, quel est le phénomène étudié ici? Bien sûr, c'est la méiose. Ce sont les étapes de la méiose. Le phénomène étudié est la méiose. La méiose est caractérisée par la formation des tétrades au cours de la prophase 1 et aussi par la séparation des chromosomes homologues au cours de l'anaphase 1 pour passer de 2N à N. On a passé ici de 4 chromosomes, 2N sous forme de 2 paires, donc de 4 chromosomes, à N. À la fin, on aura 4 cellules à N chromosomes. Donc, il s'agit bien de la méiose. La deuxième question, réaliser le schéma de la deuxième possibilité de la disposition du chromosome de la phase représentée par la figure B du document précédent. Déduisez le nom du phénomène responsable des 2 possibilités en indiquant son effet sur la transmission de l'information génétique. Observez ici aussi, on a 3 tâches à faire. Réaliser le schéma, donc schématiser. Déduisez le phénomène responsable des 2 possibilités et indiquer son effet sur la transmission de l'information génétique. On va commencer par le schéma. Donc, la première possibilité que vous avez, c'est celle-là. Donc, on a ici séparation des chromosomes homologues. Et on a vu que la séparation des chromosomes homologues, qui sont encore bien sûr doubles, s'effectue au cours de l'anaphase 1. Et cette séparation se fait de façon aléatoire et indépendante, soulignée sur ces 2 mots, aléatoire et indépendante. Aléatoire, qu'est-ce que ça veut dire? Aléatoire, mais qu'est-ce qu'on veut dire ici? Pour chaque tétrade, les 2 chromosomes vont se séparer aléatoirement. Ça veut dire, par exemple, ici, vous constatez qu'ils ont utilisé 2 couleurs-là, 2 chromosomes en noir, 2 chromosomes en blanc. Ça veut dire, par exemple, les 2 chromosomes en noir sont paternels, proviennent du père de l'individu qui produit les gamètes, et en blanc, par exemple, les chromosomes de la mère maternelle de l'individu qui produit les gamètes. Donc, si on prend une paire donnée, va se séparer de façon aléatoire. Ça veut dire le chromosome paternel ici, par exemple, en noir, peut migrer vers ce pôle comme il peut migrer vers l'autre pôle. Et bien sûr, l'autre chromosome va migrer vers le pôle inverse. Et ceci de façon indépendante des autres chromosomes. Ça veut dire ici, cette paire-là va se séparer aussi aléatoirement, indépendamment de l'autre paire de chromosomes. Ça veut dire ici aussi, ça se peut que le chromosome ici, dans ce cas-là, le chromosome maternel migre vers ce pôle-là et paternel migre vers ce pôle-là. Et ça se peut qu'il y ait l'inverse. Ça veut dire que c'est le chromosome paternel qui va migrer vers ce pôle-là et le maternel migre vers l'autre. Donc, il y a ici une deuxième possibilité. Donc, le premier cas, la première possibilité, il y a ici, pour chaque pôle, il va migrer un chromosome paternel et un autre maternel. Et ça se peut qu'il y ait une deuxième possibilité où les chromosomes paternels migrent vers le même pôle et les chromosomes maternels vers l'autre pôle. Donc, c'est la deuxième possibilité. Donc, la deuxième partie, déduisez le nom du phénomène responsable des 2 possibilités. Donc, quel est le nom du phénomène responsable des 2 possibilités? Donc, c'est, comme on a dit ici, c'est la séparation aléatoire et indépendante des chromosomes homologues qui va entraîner
un mélange ici. Observez ici, il y a un mélange entre les chromosomes paternels et les chromosomes maternels au sein de la même cellule. Ça veut dire le gamète. Et on a parlé du brassage, brassage génétique ou bien brassage chromosomique ou bien brassage allélique, puisque le chromosome paternel va contenir des allèles paternels et le chromosome maternel va contenir des allèles maternels. On parle du brassage allélique au sein de la même cellule, au sein du même gamète. Donc c'est le phénomène responsable des deux possibilités. Et ce type de brassage qui s'appelle interchromosomique, ça veut dire entre les chromosomes paternels et maternels, on parle de brassage interchromosomique qui se déroule au cours de l'anaphase 1 de la méiose. La troisième partie de la question, en indiquant son effet sur la transmission de l'information génétique. Donc ce brassage-là, qu'est-ce que vous constatez? Bien sûr, à partir de ces deux possibilités, on peut avoir 4 types de gamètes différents. Le premier va contenir 2 chromosomes paternels, le deuxième 2 chromosomes maternels. Donc on aura des gamètes qui ressemblent à ceux des parents de l'individu qui produit les gamètes. Ainsi, on parle des gamètes parentaux. Ici, qu'est-ce que vous constatez? On aura un gamète qui contient à la fois un chromosome paternel et un autre maternel, même ici aussi. Donc, on parle de gamètes recombinés, des gamètes recombinés, parce qu'ils contiennent à la fois les chromosomes paternels et maternels. Bien sûr, ici, on parle des parents de l'individu qui produit les gamètes. Donc, le phénomène responsable des deux possibilités, c'est la ségrégation, ça veut dire la séparation, iftiraq, indépendante, بطريقة مستقلة, des allèles. Les allèles, bien sûr, sont portés par les chromosomes. Si le chromosome se sépare de façon indépendante, ça veut dire que les allèles se séparent de façon indépendante. On parle de brassage interchromosomique dans ce cas-là, qui aboutit à la diversification de l'information génétique des cellules filles, ça veut dire les gamètes issus de la méiose. Ainsi, on va avoir ici 4 types de gamètes différents. C'est grâce à ce brassage interchromosomique. La deuxième partie de l'exercice, afin d'étudier le mode de transmission de 2 caractères héréditaires chez la drosophile, on réalise les 2 croisements suivants. Donc, le premier croisement avec une remarque et le deuxième croisement, on va revenir à ces croisements. On va directement à la question. En exploitant les résultats des 2 croisements, déterminer le mode de transmission des 2 caractères héréditaires étudiés. Donc, déterminer le mode de transmission, نحدد طريقة انتقال les 2 caractères صفتين héréditaires étudiés, صفتين الوراثيتين المدروستين. Ça veut dire, qu'est-ce qui est demandé ici? Lorsqu'on vous demande de déterminer le mode de transmission des caractères, c'est comme on vous demande d'analyser les résultats et de donner des déductions à partir des résultats. C'est la même chose. Ça veut dire on donne les observations à partir des résultats et on donne les déductions à partir de ces résultats. Donc, commençons par le premier croisement. Le premier croisement, c'est entre des femelles aux yeux rouges et ailes droites, le premier parent, et des mâles aux yeux pourpres et des ailes courbées, les deuxièmes parents. La première génération obtenue, F1, est constituée uniquement d'individus avec des yeux rouges et des ailes droites. Donc, commençons par la première observation. Toujours, on commence par donner le ou bien les caractères étudiés. Ici, on a 2 caractères à étudier. Le premier, c'est la couleur des yeux et la deuxième, c'est la forme des ailes. Donc, on va étudier 2 caractères à la fois. Il s'agit donc de dihybridisme. Donc, c'est la première observation. La deuxième observation, observez ici, on a obtenu une génération F1 qui est formée par des individus qui ont tous des yeux rouges et des ailes droites. Ça veut dire F1 est homogène ou bien uniforme, mutagénisant. Tous les individus se ressemblent de point de vue phénotype. Donc, on dit que la première loi de Mendel est vérifiée. Les parents sont de race pure. La troisième observation, observez ici ce phénotype
et comparons-le avec les phénotypes parentaux. Qu'est-ce qu'on constate? Ici, les yeux rouges, et chez les parents, on trouve les yeux rouges pour le premier caractère. Pour le deuxième caractère, on a ici des ailes droites, et ici aussi, chez les parents, on trouve des ailes droites. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est en cas de dominance absolue pour les deux caractères, avec la dominance des allèles responsables des yeux rouges. Bien sûr, ici, les phénotypes qui apparaissent en F1 sont le résultat de l'expression des allèles dominants. Donc, c'est l'allèle responsable de la couleur rouge qui est dominant, alors que celui responsable de la couleur pourpre est récessif. La couleur pourpre, ici, c'est l'orjoigny, c'est entre le rouge et le violet. Et l'allèle responsable de la forme droite des ailes est dominant, alors que l'allèle responsable de la forme courbée des ailes est récessif. On est donc en cas de dominance absolue pour les deux caractères. Il y avait aussi une remarque dans les énoncés qui dit que le croisement inverse ou bien le croisement réciproque de ce croisement-là donne les mêmes résultats. Le croisement réciproque ou bien inverse, ça veut dire entre des mâles qui ont des yeux rouges et des ailes droites et des femelles qui ont des yeux pourpres et des ailes courbées. Et puisque le croisement réciproque ou bien inverse donne les mêmes résultats que le premier croisement, ça veut dire que les gènes étudiés ne sont pas liés au sexe. Ça veut dire qu'ils sont portés par des chromosomes asexuels. Donc, exploitation des résultats du premier croisement, étude de la transmission de deux caractères héréditaires, la forme des ailes et la couleur des yeux. Donc, on est en cas de dihybridisme. Ça veut dire on étudie deux caractères. Di, ça veut dire deux. F1 est homogène, homogénis. Donc, les parents sont de lignée pure, lignée ou bien race, Sulala, de lignée pure, selon la première loi de Mendel. Le croisement réciproque donne les mêmes résultats. Donc, l'hérédité ici est non liée au sexe. Ça veut dire que les gènes ne sont pas portés par des chromosomes sexuels. Les individus de F1 ressemblent à l'un des parents, dominance de l'allèle responsable des yeux rouges. Donc, on va lui donner R en majuscule sur l'allèle responsable des yeux pourpres, R minuscule, et dominance de l'allèle responsable des ailes droites, D majuscule, sur l'allèle responsable des ailes courbées, D minuscule. Le deuxième croisement entre des mâles aux yeux pourpres et ailes courbées, ça veut dire de F0 double récessif, et des femelles de F1. La génération F2 obtenue compte 390 drosophiles aux yeux rouges et ailes droites, 380 drosophiles aux yeux pourpres et ailes courbées, 120 drosophiles aux yeux rouges et ailes courbées, 120 drosophiles aux yeux pourpres et ailes droites. Donc, l'exploitation des résultats du deuxième croisement, qu'est-ce qu'on constate ici? Donc, on a un croisement test ou bien un test cross, appelé aussi back cross. Donc, puisqu'il s'agit d'un croisement entre F1 et F0 double récessif, on parle d'un back cross. Et aussi, on parle d'un test cross, puisqu'il va nous permettre de savoir est-ce que les deux gènes sont liés ou bien indépendants. C'est pour cela qu'on parle de test cross. Donc, pour tester les deux gènes, est-ce qu'ils sont indépendants ou bien liés? Donc, observons ce phénotype. On a obtenu 4 phénotypes. Les deux premiers, en bleu ici, les drosophiles aux yeux rouges et ailes droites. Il s'agit d'un phénotype parental de la première lignée pure parentale. Le deuxième, drosophile aux yeux pourpres et ailes courbées. Donc aussi, il s'agit d'un phénotype parental de la deuxième lignée pure. Observez ces deux-là en rouge, des yeux rouges et des ailes courbées. Ça veut dire le premier phénotype de la première lignée parentale et le deuxième phénotype de la deuxième lignée parentale. Donc, il s'agit d'un phénotype recombiné, tarkib jadid, entre les phénotypes parentaux. Ici aussi, drosophile aux yeux pourpres et ailes droites. Le premier phénotype de la deuxième lignée pure parentale et le deuxième phénotype de la première lignée parentale. Donc, il s'agit d'un phénotype recombiné aussi. Observez ces chiffres-là.
Bien sûr, ils sont différents. On constate que les phénotypes parentaux ont des valeurs qui sont plus nombreux. Ça veut dire leur pourcentage sera beaucoup plus élevé que celui des recombinés, des phénotypes recombinés. Qu'est-ce que ça veut dire? Revenons aux parents ici. Donc les mâles sont aux yeux pourpres et ailes courbées. Ça veut dire de F0 de lignée pure avec des allèles récessifs. Donc d'après vous, il va produire combien de types de gamètes? Bien sûr, un seul type de gamète avec les allèles qui sont récessifs. Donc ces phénotypes-là, cette diversification de ce phénotype-là provient de quel type de gamète؟ لأن هذا التنويع هذا في الفينوتيب ملي غادي يجي مادام هذا ينتج لنا نوع واحد ديال الأمشاج إذن هذا 4 ديال لي phénotypes d'où provient-il? Bien sûr de gamètes de F1. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que F1 produit 4 types de gamètes avec des pourcentages différents. Ils seront 2 parentaux avec des pourcentages élevés et 2 recombinés qui seront de pourcentages moins élevés relativement. Donc d'après vous, est-ce que la troisième loi de Mendel a été vérifiée? Non. Donc la troisième loi de Mendel n'est pas vérifiée. Ça veut dire que les gènes ne sont pas indépendants, donc ils sont liés. Ça veut dire portés par la même paire de chromosomes. Il s'agit d'un back cross ou test cross car on a croisé un individu de F1 avec le parent double récessif. F2 est composé de 4 phénotypes avec des pourcentages différents. Donc ici, on doit calculer les pourcentages. 77,2% pour les phénotypes parentaux et 22,8% pour les phénotypes combinés, ces deux-là. Donc, les deux gènes étudiés sont liés avec une liaison partielle ou bien relative parce qu'il y a un enjambement chromosomique ou bien un crossover. Et c'est le crossover, ça veut dire l'échange de fragments de chromatides de chromosomes homologues au cours de la prophase 1 qui va donner les gamètes recombinés qui vont donner les phénotypes recombinés. Donc on parle ici de liaison partielle ou bien relative entre les deux gènes étudiés. La quatrième question, donnez l'interprétation chromosomique du deuxième croisement en vous basant sur l'échiquier de croisement. L'interprétation chromosomique du deuxième croisement, les parents, les mâles sont de race pure, de F0 ou bien lignée parentale, et les femelles sont de F1. Il s'agit d'un back cross ou bien test cross. On commence par donner les phénotypes des parents. Puisque les mâles sont de F0, ça veut dire double récessif. Donc le phénotype ici, on met les deux allèles récessifs. Le premier pour le premier caractère ici, la couleur des yeux pourpres, et le deuxième pour le deuxième caractère ici, les ailes courbées, entre crochets bien sûr. Pour les F1, ils ont un phénotype dominant, donc grand R, la couleur rouge, et grand D pour la forme droite des ailes, et bien sûr les deux allèles entre crochets. Et il y a ici une virgule entre les deux allèles puisqu'on est en cas de dihybridisme. Après le phénotype, qu'est-ce qu'on donne? On donne le génotype de chaque parent. Ici, on a une race pure, ça veut dire homozygote, ça veut dire le génotype sera petit r, le même allèle ici, 2 fois, d, petit d. Les deux paires d'allèles sont portés par la même paire de chromosomes. Les gènes sont liés. Pour F1, donc il s'agit des hybrides, le génotype sera hétérozygote, grand R, petit r pour le premier caractère, grand D, petit d pour le deuxième caractère. Après le génotype, on donne les gamètes. Donc d'après vous, ce parent-là, il va produire combien de types de gamètes? Bien sûr, un seul type de gamète qui va contenir petit r et petit d. Donc la réduction chromatique va nous donner les gamètes. Le premier parent va produire un seul type de gamète RD, donc 100% RD, alors que le deuxième parent, d'après les résultats qu'on a obtenus, on a obtenu 4 phénotypes différents. Ça veut dire que F1 a produit 4 types de gamètes différents, puisque celui-là ne produit qu'un seul type. Donc F1 va produire 4 types de gamètes différents. Le premier sera RD, donc la première possibilité, c'est la séparation de grand D de petit r, petit d. Donc ici, on va obtenir 2 types de gamètes différents, grand A, grand D, d'une part,
et d'autre part petit r, petit d. La deuxième possibilité, s'il y a un crossover entre les deux chromosomes. Donc, on aura grand R avec petit d d'une part, d'autre part, on aura le quatrième gamète petit r avec grand D. Ça veut dire les deux gamètes recombinés cette fois-ci. Donc, 4 types de gamètes différents. Le premier qui va donner ce phénotype-là, grand A, grand D, donc il doit être grand A, grand D. Et le deuxième, bien sûr, petit r, petit d, parental, qui va donner ce phénotype parental. Donc, les deux gamètes parentaux qui donnent ces deux phénotypes-là parentaux. Et s'il y avait un crossover, on aura deux gamètes recombinés, grand R, petit d, qui va donner ce phénotype-là, et petit r, grand D, pour donner ce phénotype-là. Donc, 4 gamètes différents. De point de vue pourcentage, puisque ces gamètes-là qui vont donner ces phénotypes-là, puisque celui-là ne produit qu'un seul type de gamètes, 100%. Donc, qui va donner ces phénotypes-là avec leur pourcentage? Ce sont des gamètes de F1. C'est pour cela qu'on peut calculer le pourcentage de ces gamètes-là à partir des nombres de phénotypes qu'on a trouvés ici. Donc, on peut calculer ici, on a le nombre des individus, des phénotypes. Mais on peut calculer à partir des mêmes valeurs le pourcentage des gamètes, puisque ce pourcentage-là qui a donné ces pourcentages-là. Donc, pour calculer le pourcentage de grand R, grand D, on va diviser le nombre de 390 sur le nombre total des individus, multiplié par 100. On va trouver 39%. Même chose pour les autres. Ici, petit r, petit d. Donc, 380 sur le nombre total. Ici, le nombre total est 1000 fois 100. Donc, 38%. Même chose pour le troisième. On a 120 divisé par 1000 fois 100, c'est 12%. Et pour petit r, grand D, 110 divisé par 1000 fois 100, c'est 11%. L'échiquier de croisement. Donc, on a ici F1 qui va produire 4 types de gamètes, alors que F0 produit un seul type de gamètes, avec 100% ici, et bien sûr, les mêmes pourcentages qu'on a calculés pour les gamètes de F1, 39, 12, 11, 38. Donc, le premier cas, grand R, grand D, va se rencontrer avec petit r, petit d. Ici, on rétablit la diploïdie. On a vu que la fécondation rétablit, ça s'agit la diploïdie. Donc, on a ici une paire de chromosomes puisque les deux gènes sont liés. Et le phénotype sera grand A, grand D puisqu'ils sont dominants. Ça veut dire couleur rouge et aile droite avec un pourcentage de 39%. Ici, le deuxième cas, grand R, petit d va rencontrer petit r, petit d. Donc, on aura un phénotype grand R, petit d. Le même pourcentage ici, 12%. Le troisième cas, petit r, petit d avec petit r, grand D, yeux pourpres. Et le phénotype, ça veut dire petit r, grand D. Ça veut dire les yeux sont pourpres et les ailes sont droites. Donc, recombiné, phénotype recombiné, RD. Le dernier cas, c'est le cas parental, double récessif, petit r, petit d, avec un pourcentage de 38%. Donc, vous constatez que les résultats théoriques qu'on a obtenus ici, ce sont les mêmes qu'on a obtenus expérimentalement. Donc, les résultats théoriques sont conformes aux résultats expérimentaux. La cinquième question, établissez la carte factorielle des deux gènes étudiés en montrant les étapes suivies dans cette réalisation. On a vu que la carte factorielle, ce n'est que la représentation, celle-ci, de la disposition, c'est-à-dire des gènes sur un chromosome, en tenant compte l'ordre relatif des gènes et les distances entre ces gènes. Et on détermine la distance entre les gènes en calculant le pourcentage des recombinés. Donc, la première étape, c'est de calculer le pourcentage des recombinés. Donc, le calcul du pourcentage des phénotypes de type recombiné. Le pourcentage des recombinés, on divise le nombre de recombinés, le nombre total des recombinés. On a deux cas. Donc, on divise la somme des recombinés sur le nombre total des individus, ici 1000, fois 100 est égal à 23%. Et directement, on déduit la distance entre les deux gènes. Ici, on va changer juste le pourcentage ici par
l'unité centimorgane. On déduit donc que la distance séparant les deux gènes étudiés est 23, le même chiffre ici, comme vous voyez ici, mais on change l'unité. Centimorgane, c'est l'unité de la distance entre les gènes. Et on représente les deux gènes sur le chromosome ici. Le premier gène ici, la forme des ailes, le deuxième, la couleur des yeux. Et bien sûr, on donne la distance entre les deux gènes. Ici, on a 23 centimorganes. Chers élèves, j'espère que c'est clair et à bientôt.